Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes, et nous y sommes. 1 heure pour convaincre. Nous sommes bien évidemment en période de campagne électorale qui est dans le dernier virage, c'est-à-dire les 24 heures qui restent, c'est juste pour mobiliser et séduire encore au maximum les électeurs, les potentiels électeurs, afin que ceux-ci portent leur voix sur les différents candidats. Et ce matin, nous recevons pour vous Dr François Kampatib. Il est le coordonnateur de la campagne électorale du candidat professeur Aimé Tchabouré Gogué. Alors, Dr François Kampatib, encore une fois, bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à Betty. Oui, merci d'avoir accepté aussi notre invitation pour pouvoir éclairer la lanterne des Togolais ce matin. D'abord, pourquoi appelez-vous professeur Aimé Tchabouré Gogué le candidat de la sagesse? Alors, le candidat de la sagesse, vous savez, dans nos traditions africaines, la personne la plus âgée est le symbole de la sagesse. Ça, pour commencer. Donc, parmi les candidats qui sont en liste, c'est le professeur Aimé Gogué qui est le plus âgé. Ce n'est pas un handicap, bien au contraire, une qualité, parce qu'il a eu le temps d'amasser une longue expérience dans la vie du Togo. Et donc, il constitue une somme de sagesse très importante qu'il sera partagée avec le peuple togolais au lendemain du 22 février prochain s'il est élu président. C'est pour cela que nous parlons du candidat de la sagesse. Et vous sillonnez les coins-recoins du pays depuis le démarrage de cette campagne. Docteur Kampatib, êtes-vous confiant que professeur Gogué, le candidat de la sagesse, sera élu le 22 février? Nous sommes absolument confiants. Je dois dire une chose. Oui. Adi n'a pas choisi de faire une campagne de tapage, une campagne de grande caravane, une campagne de grand meeting. C'est un choix stratégique qui nous a permis d'aller au fin fond du Togo et auprès des populations. Notre candidat, plutôt que de se mettre dans les grandes villes pour se faire voir et circuler sur les réseaux sociaux, a choisi d'aller dans les petits coins et aller dans les villages les plus reculés. C'est pas facile. Ce qui fait que c'est une campagne moins médiatique, mais très efficace. Très efficace. Absolument. Et oui, et voilà. Êtes-vous confiant que justement le 22 février, tous ceux que vous rencontrez vont véritablement porter leur chaussure? Vous savez, nous sommes d'autant plus confiants que lorsque j'observe ce qui se passe par ailleurs, vous savez, quand vous faites un grand meeting populaire, comme on dit, vous rassemblez des milliers de gens. Nous savons aussi les trafics qui se font pour rassembler des milliers de gens. Les milliers de gens qui viennent, qui vous écoutent, ne sont pas forcément des gens acquis à votre cause. Pour avoir la certitude que vous avez des gens acquis à votre cause, c'est de pouvoir discuter avec les personnes, de leur parler vis-à-vis et de recueillir leur opinion. Et ça, nous l'avons fait dans ce que tout le monde aujourd'hui galvaude en parlant de porte-à-porte. La méthodologie du porte-à-porte est une méthodologie bien précise. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre des jeunes gens qui vont frapper à la porte des gens qui distribuent les gadgets et qui s'en vont. On voit ça aussi sur les réseaux. On dit voilà, il y a le porte-à-porte. Le porte-à-porte consiste à s'asseoir un petit moment avec une famille, à discuter avec la famille et à recueillir leur opinion. Donc vous laissez le soin aussi à cette famille haute de pouvoir poser des questions? Absolument. Et je vais dire que le porte-à-porte, nous, professeur Gogué et moi, nous l'avons utilisé à la campagne de 2013 pour les élections législatives. Et je vais vous dire que... Et cela avait porté ses fruits? Un instant, je vous le dis. À la fin du porte-à-porte à Dapon, j'étais crédité par mon système Synepsis, le système de porte-à-porte. Je savais que j'aurais 60% de l'électorat. Et c'est ce qui s'est passé. Je parle de la ville. De la ville de Dapon. De la ville de Dapon. C'est ce qui s'est passé. Donc nous avons une méthode qui consiste à apprécier à la fin de la campagne réellement les gens qui sont pour nous.
Parce que quand vous faites un grand meeting, vous ne pouvez pas l'apprécier. Quand vous parlez avec les gens, ils vous diront, ah oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas tellement trop chaud pour les grands meetings? Pourquoi? Je vous dis, c'est inefficace, tout simplement. C'est inefficace? Oui, c'est du front-front, c'est bon. On fait beaucoup de choses, on investit beaucoup d'argent là-dedans. Mais, je vais vous dire, vous allez avoir beaucoup de population et puis vous allez être surpris de ne pas être élu. Parce que vous ne savez Autrement dit, les gens vont faire le déplacement. Oui, ils font le déplacement pour le spectacle, pour beaucoup de choses. Ils viennent quelquefois pour boire et manger, ça existe aussi. Vous savez, il y en a qui offrent à boire et à manger. Donc, il y en a qui viennent pour boire et pour manger, et qui vous applaudissent. Mais pour eux, ils disent, oh, bof, celui-là, nous ne le voterons pas. Vous voyez, c'est ça le problème. Il en est de même, vous voyez, il en est de même de la distribution des tricots. Oui. Je donne l'exemple de la plus grande distribution des tricots qu'on connaît. Quand vous sortez dans la ville et que vous trouvez quelqu'un qui porte les tricots qu'on connaît, je ne vais pas les citer, arrêtez 3 personnes et dites-leur, mais mon ami, pourquoi vous portez ces tricots? Il vous dira, oh, vous pouvez me douer. Je ne fais que porter. Je ne fais que porter une chemise ou un t-shirt. On m'a trouvé. Ce qui fait qu'au niveau d'Adi, absolument, nous ne donnons pas de tricots. Nous donnons des tricots aux jeunes qui travaillent pour nous, à ceux qui peuvent faire le porte-à-porte, à ceux qui sont dans le comité qui travaillent. Pour tous les autres, celui qui veut un tricot, il l'achète. Ah, vous vendez les t-shirts? Nous vendons les t-shirts. Et quand quelqu'un achète votre t-shirt, vous êtes sûr que vous avez un électeur. Quand quelqu'un achète le t-shirt du parti du candidat? Oui, c'est un électeur. Parce qu'il n'a aucun intérêt à sortir 1000 francs pour acheter votre t-shirt s'il n'est pas votre sympathisant et qu'il ne veut pas, il veut pas vous voter. Donc, les gens râlent quand nous disons ça, mais nous avons fait le calcul. Vers la fin, aujourd'hui, en fin de campagne, les t-shirts qui restent, ça sort comme des petits pains. Les gens courent pour les acheter. Et tous ceux qui courent pour les acheter, nous savons que ce sont des électeurs. Vous voyez, il y a une manière indirecte de mesurer la popularité de son candidat qui n'est pas toujours l'apanage des autres. Oui, mais est-ce que vous avez fait le match de tout le pays avec cette stratégie? Avez-vous suffisamment de ressources humaines pour quand même aller à cette opération que vous que vous qualifiez de très efficace? Nous allons dire que nous avons fait le maillage de tout le pays. Nous ne pouvons pas dire que nous avons fait le maillage de tous les hameaux. Oui. Ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible. Mais nous savons que nous avons aussi des bassins électoraux. Dans ces bassins électoraux, cette méthode a été utilisée jusqu'au fin fond de tous les hameaux. C'est comme ça que nous avons choisi de travailler. Et ces bassins électoraux? Alors les bassins électoraux, c'est toute la savane. Pratiquement au niveau central, nous avons le Bassar, nous avons du Felgou, nous avons Kanté. Ensuite, en descendant, nous avons Tchamba, nous avons Sotoubois. En descendant de plus en plus, nous avons notre grand bassin électoral où je vais aller tout à l'heure, qui est Dagne à PME, où le maire est Adi. Le maire de Dagne est Adi, le maire adjoint de Lavagnon est Adi. Dagne constitue aujourd'hui un bastion électoral de Adi incontestable. C'est une partie de la région des plateaux. C'est une partie de la région des plateaux. Nous avons travaillé, nous n'avons pas la prétention de couvrir tout le pays. Il y a des gens qui disent nous sommes installés dans tout le pays. Vous savez ce qui se passe, hein? Vous arrivez dans une zone, vous trouvez trois personnes qui disent ah nous sommes pour vous. Vous dites bon vous représentez le parti. Oui, on repart, on dit nous avons une représentation dans telle zone. Nous ne faisons pas ça. Pour obtenir une région, la première des choses, c'est de convertir les cadres convaincus de la région qui adhèrent au parti. Et ce sont ces cadres qui prennent sur eux le devoir d'étendre, de transformer la population. Donc, Adi visiblement n'est pas dans le show ou le one-man show. Pas du tout. Nous ne faisons pas le show. Ou peut-être vous êtes en manque de militants, c'est pourquoi vous optez pour vous faites cela. Nous ne sommes pas dans le show. Parce que nous pensons que dans la situation actuelle, le show n'est pas payant, tout simplement. Manque de ressources. Les ressources humaines que nous avons, nous les utilisons de façon efficiente.
Vous connaissez? C'est rationnel. Rationnelle et efficiente. Vous voyez, cette année, pour coordonner tout, je suis resté à Lomé. Je suis resté à Lomé pour coordonner les activités de l'intérieur et pour assurer la coordination régionale de la maritime. Ça aussi, c'est une stratégie. Oui, mais professeur, comment lui, il est le directeur de campagne, mais il est à l'intérieur constamment. Oui, mais oui, le directeur de campagne est à l'intérieur constamment, à côté du professeur, de temps en temps, et quelquefois aussi, pas à côté de lui. Mais le coordonnateur, c'est quelqu'un qui est plus important, qui doit être là. Tous les petits problèmes qui se passent lorsque notre campagne a des difficultés quelque part, c'est le coordonnateur qui essaie de voir comment les résoudre. Et par exemple, ce matin, je suis ici. C'est mieux d'être ici à Victoire FM que d'être quelque part en train de... Peut-être de prendre un café. Le message est plus porteur. Je crois à la force de la radio. La radio est une force de communication très importante. 10 fois plus importante que les réseaux sociaux. Tout le monde va sur WhatsApp, mais je ne crois pas que WhatsApp atteint vraiment la population. Alors, je vais vous poser cette question subtile. Quelles sont les qualités que doit requérir un potentiel candidat, ou disons celui qui aspire à être président? Alors, un candidat au Togo doit requérir d'abord une expérience importante en matière de gestion des hommes. On ne peut pas être président de la République sans savoir ce que c'est qu'un homme, comment gérer ses problèmes, comment gérer ce qu'il est. Les mieux armés dans la vie pour connaître les hommes, pour gérer les hommes, c'est d'abord avant tout les enseignants. Les enseignants. Les enseignants, ils sont en premier lieu, soit le bas âge, le collège, l'université, ce sont les enseignants. Et notre candidat est un enseignant de haut niveau. Oui. Ça, tout le monde le lui reconnaît. Alors, et il a eu à former des hommes de grande qualité. Et je cite, il est le professeur d'Aguiomé toujours. Et qui a une fois fait la confidence que c'est lui qui l'avait envoyé, lui avait octroyé la bourse pour aller. Il a été le professeur de Humbo. 2 premiers ministres sont de la République togolaise. De la République togolaise. Et il y en a un autre au Burkina Faso. Donc, c'est une personne qui a une somme d'expérience de la vie humaine. Et il est humain, il est humaniste. Et c'est très important d'avoir une telle personnalité pour... Donc la première valeur, c'est de savoir comment gérer les hommes. C'est la première valeur. Et vous dites que votre candidat là, il est le meilleur. Il n'y a pas d'exemple. Parmi les 7, parmi les 7 qui peut se targuer d'avoir eu une longue période d'enseignement, tant national que international. Qui peut se targuer d'avoir formé autant de personnalités? Qui? Je connais un autre qui est un enseignant, il est un enseignant de valeur aussi, il connaît les hommes, mais il ne peut pas dire qu'il est à la même hauteur que ce professeur. Il n'est pas au même diapason que le professeur Michabouré Gogé selon vous. Alors, mais quand même, en dehors de cette qualité, y a-t-il encore d'autres qualités pour que le potentiel candidat doit avoir pour la fonction de président de la République? Alors, il doit avoir une connaissance approfondie de l'administration. Connaissance approfondie de l'administration. Dans notre pays, il doit avoir une connaissance approfondie de l'histoire politique et des événements politiques qui ont échelonné notre vie sociale. Ces 2 qualités, il les a complètement. Puisque pour l'administration, ayant été vice-recteur de l'université, ayant été aussi directeur d'une école internationale à Ouagadougou, les rouages de l'administration nationale et internationale, il les connaît parfaitement. Ensuite, qu'est-ce que je disais en deuxième partie? C'est que il totalise la grande somme de l'histoire de notre politique. Oui, l'histoire sociopolitique qui a jalonné le pays. Voilà. En 91, lors des événements, nous avons été avec lui en pointe des événements. Nous avons participé à tous les mouvements jusqu'à la conférence nationale. Et nous avons mis en place une association qui s'appelait le CADI à l'époque et qui était dirigée par lui, professeur Gogé. Nous sommes allés à la conférence nationale en tant que CADI.
Et quand, au sortir de la conférence nationale, ses compétences ont été si bien manifestes qu'il a été nommé ministre du Plan. Oui. Et c'est pendant qu'il était ministre du Plan de la transition que le parti ADI est né. Et c'est moi qui dirigeais le parti pendant ce temps. J'ai dirigé le parti pendant 6 ou 7 ans avant qu'il ne reprenne le flambeau. Donc, tout ce qui s'est passé à la conférence nationale, après la conférence nationale, et tous les événements que nous vivons jusqu'aujourd'hui, le professeur Gogué a su les exploiter pour en faire de l'expérience. Et le professeur Gogué et le parti ADI, j'aime à le rappeler, nous sommes actuellement sur l'échiquier national, je vous assure, le parti le plus ancien, le plus expérimenté et le seul qui n'a jamais dévié de la voie absolue de la démarche pour la démocratie. C'est-à-dire, nous ne sommes jamais allés à droite, nous sommes restés à gauche. Vous ne vous êtes jamais écarté de vos objectifs? Absolument, jamais. Depuis 82. Depuis 91. À ce jour. Jusqu'à ce jour. Nous n'avons jamais été tentés par donc, une différente veste. Donc on dirait votre candidat détient toutes ces qualités pour pouvoir diriger le Togo. Il connaît tout ça. Et il a une troisième qualité que je devais oublier qui est importante. C'est qu'il est admis dans tous les milieux. Il est un homme pacificateur. Vous savez, à un moment donné, le parti avait été appelé parmi tous les partis, le parti pompier. Sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Et que lorsque ça brûlait entre les différents trucs, c'est le parti ADI qui venait apaiser les choses. Et ça venait de la personnalité même du professeur Gogué. Il est pacificateur. Il est accepté dans tous les milieux. Je le dis, c'est important. Demain, quand nous allons avoir un nouveau président, il faudra qu'il soit accepté par tous. Il faudra qu'il ne fasse pas de chasse aux sorcières. Il faudra que le pays continue. Au Togo, nous sommes tous des Togolais. Nous avons eu des périodes difficiles. Mais lorsque nous allons sortir de ces difficultés, il faudrait qu'on s'accepte. Et il est capable de rassembler tous les Togolais. Et voilà, justement, vous allez dans les coins recoins du pays, vous rencontrez les familles dans leurs différents ménages ou concessions. Alors, la question, quel objectif, et là je mets l'objectif au pluriel, quel objectif comptez-vous atteindre si le 22 février les Togolais accordent leur voix au professeur Aimé Tchabouré Gogué? Alors, dans notre campagne, dans notre programme, projet de société que j'ai eu l'occasion de vous envoyer, nous avons défini 20 mesures phares. 20 mesures phares. Qui seront vraiment le guide, qui vont guider les pas. Disons le fil conducteur du nouveau président. La première mesure phare vient de ce que je venais de dire. C'est que la première mesure phare sera des mesures d'apaisement de la société togolaise. Toutes les mesures d'apaisement nécessaires pour que la nation se reconstruise, pour que les déchirements du passé soient oubliés, ce sera la mesure phare numéro 1. Ça veut dire revoir d'abord tous les problèmes des détenus politiques, libérer les prisons, faire rentrer les réfugiés, faire en sorte que la nation soit réconciliée et revoir maintenant les textes fondamentaux qui nous divisent tant. Revoir les réformes, mais de manière consensuelle. Nous sommes obligés aujourd'hui d'avancer vers une nouvelle république. Si nous voulons vraiment effacer les torts du passé et reconstruire. Donc, la première mesure phare, c'est des mesures d'apaisement. Ce n'est pas un vain mot, les mesures d'apaisement. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce que tout devra être revu de fond en comble. Donc, c'est la mesure phare numéro 1. Et nous y tenons beaucoup. Alors, nous avons des mesures sociales. Oui. Il faut que j'en parle rapidement. Nous avons pour l'éducation. Vous savez que c'est un éducateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est enseignant, vous l'avez dit. Il a une notion, une vision très importante de l'éducation. On constate un fait. C'est que l'éducation dans sa globalité au Togo aujourd'hui est vraiment dans l'impasse. Quand vous regardez à l'université, les milliers d'étudiants qui sont assis par terre, qui viennent à l'université depuis 4 heures du matin,
qui sont obligés d'être assis par terre pour prendre des notes, comme les petits-enfants de nos campagnes aussi qui subissent les mêmes sorts pour apprendre, c'est pitoyable. On se demande quel type d'hommes nous formons qui sortent de ces universités. Les universités, les 2 universités que nous avons sont saturées au-delà, 3 fois, 4 fois au-delà de leur capacité. Il est bien temps de décentraliser les universités. Oui, décentraliser les universités, ce qui voudra dire ça veut dire construire de nouvelles universités. Moins 4? Oui, au moins 4. Oui. Et quelles sont les villes que vous avez ciblées si professeur Aimé Tchaboulou Gogué accède au pouvoir le 22? Nous avons des régions qui n'ont pas d'université, on les connaît. La région des plateaux n'en a pas. Est-ce que ce ne serait qu'après son arrivée à la magistrature suprême que vous allez commencer par faire l'inspection des lieux ou voir, déceler ou cibler la zone où il faut implanter les nouvelles universités? Une université ne peut pas s'implanter dans une campagne, ça c'est évident. C'est au chef-lieu des régions, c'est une évidence. Donc on n'a pas besoin de chercher cet aspect-là. Mais maintenant quand vous dites, est-ce que c'est quand vous serez élu que vous allez commencer? Mais non, nous avons un programme. Quand nous disons le projet de société, le contrat social que nous avons en 20 mesures, ce n'est que le résumé. Vous avez vu, tout le monde en a. Bien sûr. Mais à côté, nous avons un document de programme qui détaille ce qui doit être fait. Et nous savons pertinemment où seront implantées les universités si nous sommes élus demain. C'est pas ici qu'il faut les étaler. Dès que nous sommes élus, et à quelle fréquence? Alors, la fréquence... Puisque le mandat présidentiel ne dure que 5 ans. Oui. Et vous parlez de mandat de transition. Oui. Alors, nous parlons de mandat de transition. Nous disons que nous lançons le processus d'implantation des universités. Peut-être il est important de savoir, peut-être que nous n'aurons pas les 4 universités durant les 5 ans. Mais tous les plans seront faits pour qu'il en soit ainsi. Et les zones prioritaires seront dotées de ces universités. Et nous pensons qu'avec les ressources qu'on a, il est possible d'avoir les 4 universités dans 5 ans. Il est possible. Il est possible. On ne les fait pas l'une après l'autre. On peut les faire en parallèle. On construit 4 universités, ça se construit en parallèle. Ce n'est pas une université à Tapamé, ensuite une autre à Dapon, et puis ensuite, ça peut se construire en parallèle. Et j'ajoute que nous pensons que le téléenseignement sera largement utilisé pour éviter les difficultés qu'on a d'enseignants qualifiés pour faire ces enseignements. En tout cas, il est urgent qu'une personne qui a le bac à Dapon ne soit pas obligée d'aller à Kara dans des difficultés énormes. Une personne qui a le bac à Tapamé est obligée soit de venir à Lomé, soit d'aller à Kara, où il n'a personne, et il se retrouve dans des difficultés énormes, d'autant plus qu'aujourd'hui, on octroie plus facilement les bourses comme avant. Donc, vous voudrez rapprocher les enseignements supérieurs de tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Où qu'ils se trouvent. Alors, ça c'est au niveau de l'éducation, système, disons, niveau supérieur. Et au niveau inférieur, voilà. Venons au cycle secondaire premier et deuxième, au secondaire premier et deuxième cycle. Alors, la chose, c'est de déconcentrer les écoles. Oui. Aujourd'hui, les instituteurs à l'école primaire et même au secondaire se retrouvent avec une moyenne de 140 personnes par classe. Comment pouvez-vous comprendre? Est-ce que c'est le constat que vous avez fait sur le terrain? Absolument. Oh, mais c'est visible de l'école publique. Vous verrez comment les gosses sont entassés les uns sur les autres. En tout cas, c'est plus de 100 par classe. Alors, vous avez un instituteur ou un professeur avec 100 personnes. Quelles que soient ses qualités, il ne peut pas fournir un travail. Donc, vous avez un programme à ce niveau également pour désengorger les établissements publics. Les établissements scolaires, construire des écoles en nombre suffisant pour que la norme en fait, dans l'école primaire, la norme acceptable est 30 à 35 élèves par classe. Voilà, mais c'est très beau. Cependant, nous voyons quand même que les écoles privées laïques aussi amortissent ce poids au niveau de l'État, mais le parti a dit quel est son programme ou projet vis-à-vis donc de ces directeurs d'école qui implantent les écoles privées partout. Ah, là, il faut... C'est vrai que le privé aide, mais dans notre pays, quelquefois, les écoles privées
ce sont des écoles plus pour se remplir les poches que pour faire l'éducation. Et là, c'est grave. Donc, il faut réglementer un peu ce qui se passe dans le privé pour décrire des normes réelles que doivent observer les fondateurs d'écoles pour avoir l'agrément. Vous voyez des écoles qui se trouvent dans des poulaillers. Je ne mens pas. On ouvre son garage, on en fait une école privée. Il n'y a pas d'endroit, d'espace pour les enfants pour faire. Il n'y a même pas les sanitaires, etc. Il n'y a pas de sanitaires, il n'y a rien. Ça, c'est pas des écoles privées, c'est des choses à bannir. Donc vous comptez réglementer ou régler un peu? Au niveau du privé, il faut réglementer vraiment et suivre la réglementation pour avoir des écoles dignes de ce nom. Finalement, vous risquez de prendre des mesures coercitives vis-à-vis de ces écoles. Si c'est des mesures qui sont à l'avantage de la population, notre objectif, c'est d'être à l'avantage des populations. Ce n'est pas d'être à l'avantage de personnes qui cherchent à gagner de l'argent. Donc, s'il y a des mesures qui sont à l'avantage des populations, les populations comprendront que ces mesures-là sont à leur avantage. Mais en parallèle à la recherche du gain, ils essaient quand même de contribuer aussi à la formation d'une manière ou d'une autre des apprenants. Une recherche effrénée du gain ne contribue pas réellement à la formation des gens. L'école est une chose trop sérieuse pour qu'on s'y engouffre uniquement pour chercher de l'argent. Ce n'est pas bon. Secteur de la santé, quelle est votre vision? Vous êtes docteur. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais marquons la pause. Et docteur François Kampati, qui est le coordinateur de la campagne électorale, au nom du candidat Aimé Tchaboulé-Gogué, et nous sommes dans 1 heure pour convaincre. Alors, vous aviez parlé de ce que vous allez faire au niveau supérieur. Nous sommes dans le secteur de l'éducation, également dans les niveaux inférieurs. Mais quand même, abordons le volet santé. Alors, le volet santé, je suis le plus à l'aise pour en parler puisque je suis médecin. Alors, aujourd'hui, le système de santé du Togo est caractérisé par l'inefficacité des structures hospitalières de l'État. Il est impensable aujourd'hui que les CHU de Lomé, qui sont en fait ce qu'on appelle dans tous les pays du monde, ce sont les CHU qui sont les hôpitaux de référence nationale. Qui devraient être les hôpitaux de référence nationale, qu'aucun de ces CHU n'est capable d'assurer le scanner aux malades pendant un temps correct. Est-ce que l'hôpital préfectoral ou bien régional de Dapao n'a pas de scanner? Tu rigoles. Oui, puisque c'est votre fief. L'hôpital régional de Dapao, pour avoir même déjà une échographie, c'est la croix et la bannière. Avoir des radios convenables, c'est la croix et la bannière. Bon, il y a une échographie, il y a la radio, c'est vrai. Mais le standard normal d'un hôpital régional, c'est effectivement d'avoir un scanner. Et c'est l'une de nos promesses phares, c'est de doter chaque hôpital régional d'un scanner. Au niveau des CHU, ce n'est plus seulement le scanner qui est important. Aujourd'hui, c'est l'IRM, imagerie et quelque chose comme ça. Magnétique, imagerie à résonance magnétique. C'est bien plus performant que le scanner parce que ça permet d'observer même les organes mous. Le scanner observe les organes durs, mais l'imagerie permet d'observer les organes mous. Et à Lomé, ici, il n'y a que le privé qui dispose d'imagerie à résonance magnétique. Les 2 CHU, les 3 CHU, puisqu'on en a 40, aucun n'en dispose. Et à côté de ça, plutôt que de doter ces hôpitaux de plateaux techniques bien équipés qui peuvent recevoir les malades, on nous parle d'un autre hôpital de référence. Je l'ai toujours dit que c'est une aberration. Une aberration? Absolument. Construire un nouvel hôpital, doter le pays d'un hôpital? C'est une aberration parce que... expliquez-vous s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Parce que ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça va être un éléphant blanc. C'est-à-dire qu'on met des milliards dans quelque chose dont on ne sait pas comment ça va fonctionner, alors que ces milliards auraient pu faire fonctionner ce qui existe. C'est ça le problème. Les hôpitaux... On aurait pu s'occuper des CHU avant de penser à construire un nouvel hôpital? Oui. Et maintenant,
ce qu'on peut appeler hôpital de référence, ça peut être un hôpital de référence régional. Par exemple, je dis au Togo, notre service de néphrologie, la dialyse, tout ça, c'est déjà pas mal organisé, mais c'est dans un petit coin confiné du CHU Sylvanus Olympio. Qu'on construise au Togo un hôpital de référence du traitement des maladies du rein qui couvrirait toutes les régions, toute la région ouest africaine, où les gens viendraient du Burkina ou tout pour se traiter. Ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, pour la cardiologie, on peut dire que la référence, c'est Abidjan. Pour les pays francophones. Sinon, pour les pays anglophones, Accra ici. Et le Ghana à côté. Le Ghana est très bien équipé pour la cardiologie. Donc, qu'on s'avance vers des hôpitaux, des grands hôpitaux, parce que ça coûte très cher, un hôpital de référence régionale, et qui soit, disons, financé par la CEDEAO, ça a un sens. Et c'est ce que vous prévoyez, vous comptez faire si vous accédez au pouvoir? Nous, c'est ce que nous comptons faire si nous accédons au pouvoir. C'est discuter avec tous les pays pour avoir des hôpitaux de référence régionale. Maintenant, nos hôpitaux publics, il faut qu'au niveau des préfectures, les hôpitaux préfectoraux puissent avoir l'imagerie minimum, c'est-à-dire la radiographie et l'échographie. Il faut qu'au niveau des hôpitaux régionaux, on ait des scanners. On a tout jusqu'au scanner. Et il faut qu'au niveau des hôpitaux de référence, c'est-à-dire Cara, Campus et Lomé, pour l'instant, on pourrait encore faire d'autres. Quand on aura des universités, on aura des hôpitaux universitaires ailleurs. Il faudra qu'il y ait l'imagerie à résonance magnétique, l'IRM. C'est inadmissible qu'un CHU ne soit pas doté de ces matériels de travail. Maintenant, ce n'est pas tout. Oui. Nous allons compléter tout ça par des réseaux de cliniques mobiles. Ce que le pouvoir en place fait déjà. Fait de façon tâtonnée. Du moins, vous reconnaissez quand même qu'ils ont initié cela. Oui, ils ont initié. Nous allons compléter. Reconnaissons, nous allons compléter. Maintenant, il y a le côté des programmes. C'est une chose différente. C'est le côté préventif de la santé. Et on a le programme de vaccination. On a le programme de lutte contre le paludisme, contre le VIH. On a le programme... La tuberculose, etc. La tuberculose, tout ça. Ces programmes, aujourd'hui, ont tous une faiblesse. La faiblesse, c'est que l'État ne finance pas. Ce sont les bailleurs de fonds extérieurs qui soutiennent les programmes. Programmes de santé de la mère et de l'enfant. Ces programmes-là sont soutenus de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Parce que le jour où nous n'aurons plus de financement extérieur, tous ces programmes vont collapser. Et donc, nous entendons faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités et finance de lui-même tous ces programmes de prévention et de... À condition que les Togolais vous votent. Absolument. Et nous sommes sûrs que les Togolais nous voteront. Les Togolais qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils comprennent ce que je suis en train de dire, s'ils hésitaient encore même, ils vont changer d'avis aujourd'hui, ceux qui m'écoutent. L'autre aspect, c'est que votre région est déclarée une région sinistre par rapport à la pauvreté. Oui. Et ce n'est pas la région des savanes seule, c'est tout le pays où il y a beaucoup de poches de pauvreté. Il y a beaucoup. Comment professeur Aimé Gogé Tchaboé de Adi compte véritablement lutter contre la pauvreté s'il accède au pouvoir? En quelques mots. C'est vraiment créer des pôles de développement. Vous voyez, actuellement, ils ont parlé d'agropôle. Vous avez entendu ça? Ils ont dit qu'il y a une agropôle à Cara. Nous, ce que nous ferons, c'est faire en sorte qu'il y ait des pôles de développement qui créent de l'emploi dans les régions, qui retiennent les jeunes dans les régions et qui fassent en sorte que l'emploi des jeunes en particulier devienne quelque chose qu'on résolve le plus vite possible. Ce n'est pas... À travers le secteur agricole, tel que vous le dites là? Il y a le secteur agricole, c'est vrai. Il y a le secteur de l'élevage. Oui. Nous pouvons reposer déjà sur le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Mais nous avons des richesses minières. C'est qu'elles ne sont pas bien exploitées. Nous avons des recherches minières au Togo. Le fer de Bangeli, c'est d'une teneur très riche. Mais la manière dont on a négocié les contrats avec des Indiens qui disparaissent, c'est ça qui crée le problème. Actuellement, nous avons le manganèse dans les savanes
qui commencent à être Exploité. à vouloir être exploités. Nous suivons de près ce qui se passe. C'est un consortium australien. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous aurons l'œil là-dessus. Ensuite, nous avons nos phosphates. Les phosphates, la manière dont les phosphates sont exploités, ça ne rapporte pas suffisamment au pays. On ne sait pas. Il y a une bonne partie des ressources qui disparaissent dans la nature. Et les populations de Vaughan, les populations qui sont dans la zone, Les zones minières. les zones minières ne retirent aucun profit. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire vis-à-vis de ces populations? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, il faut une ristourne. Maintenant, nous avons déjà fait les communes. Okay? Alors, les communes dans lesquelles se trouve une industrie d'exploitation doivent bénéficier d'une ristourne du produit de ces industries pour pouvoir mieux se développer et sentir qu'ils ont consenti un effort pour toute la nation, mais eux aussi, ils doivent bénéficier. Ça, c'est au niveau du secteur agricole. Mais en tout cas, nous voudrons sentir aussi, professeur Gogué, par rapport à l'emploi des jeunes. Oui. L'emploi des jeunes. Nous l'avons déjà, je l'ai dit un peu dans le Au développement, départ. mais je vais encore revenir là-dessus. Parce que l'emploi des jeunes repose d'abord et avant tout sur la formation des jeunes. Parce que nous avons des écoles qui ont pour maintenant objectif de produire des chômeurs. Ça, c'est grave. L'école a pour objectif de produire des chômeurs. Actuellement, je parle de maintenant. Nos écoles produisent des chômeurs. Pourquoi? Parce que nos écoles privilégient la formation intellectuelle simple, sans formation professionnelle. Nous ferons en sorte que l'école devienne productrice de personnes qualifiées pour travailler. Même si vous sortez de l'école primaire, il faut que vous ayez appris quelque chose que vous pouvez utiliser dans la vie. Avez-vous le plan d'action pour atteindre cet objectif? Absolument. C'est changer complètement le cursus, excusez-moi, c'est changer le cursus scolaire pour en faire en quelque sorte des mini-écoles de formation. C'est-à-dire, vous savez, au CP1, on nous apprend des choses. Mais vous pouvez apprendre à un élève du CP1 comment entretenir le champ, comment arroser son champ. Ça ne Son petit jardin. Son petit jardin. Même au CP1, on peut lui apprendre ça. C'est-à-dire que l'école doit être recentrée vers une formation pratique. Quand quelqu'un sort d'un niveau, il sait faire quelque chose. Voilà. Et nous allons revenir tout à l'heure sur d'autres points, mais les auditeurs aussi qui nous écoutent voudront bien évidemment vous poser quelques questions. Alors, Monsieur Gado est en ligne. Monsieur Gado, vous êtes en direct sur à travers le 22, 21, 80, 99 sur Victoire FM. Allô? Bonjour, monsieur Chancel. Bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Ce que l'invité a dit, je crois que le bilan de filière est tellement mauvais. De toutes les façons, on a volé 17 milliards. Celui qui au pouvoir n'arrive même pas à nous trouver tout cet argent. Et on nous distribue de riz, de sardines, tout ça. C'est pas sérieux. Bon, voilà. Les hôpitaux, nos femmes, les malades sont par terre. Moi, je demande à aujourd'hui, au lieu de nous donner des bonus, ils nous envoient des milliards pour nous, on ne voudrait pas. Laissez bon chez nous. Alors, merci, nous allons prendre l'autre intervenant en attendant. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, je pense que nous, à notre niveau, on croit que la terrasse est active. Bon, mais il y a un problème pour moi, à mon niveau, que je vois. Au niveau de l'opposition, nos leaders, là, il y a un problème. Supposons que, moi, je pense que c'est chose. Si on demande à M. Dieu, devant M. Docteur, demande, je vais vous donner la terrasse, si vous allez dire votre parti, je pense que le docteur va dire qu'il préfère garder son parti et que la terrasse va garder. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que l'aspiration du peuple est déjà là. Professeur, le docteur, Oui. et le courage d'aider M. Jean-Pierre Favre ou M. Agourmé. Non, s'il vous plaît, Monsieur Pelé.
La question, c'est par rapport à ce dont nous débattons avec le monsieur. Et il ne faudrait pas quand même appeler aujourd'hui à aller rallier notre candidat alors que l'élection commence à partir d'aujourd'hui, parce que les forces de l'ordre votent aujourd'hui même. Soyez un peu... Excusez-moi. Alors, nous allons accueillir monsieur Bill. Bonjour. Bonjour, Joseph. Oui. Bonjour, Dr. Sampati. Bonjour, monsieur Bill. J'ai écouté attentivement ce que le représentant du candidat a dit pour de l'éducation. Il a parlé de construire des écoles qui vont pousser rapidement ou désengorger. Mais il ne nous donne pas par quel mécanisme ils le font. Et puis également, il faut qu'on ait des indicateurs. Dans quel délai ils veulent réaliser ça et où est-ce qu'ils vont trouver les fonds. D'accord. Je trouve que le candidat a de bonnes idées. Mais à partir du moment où, au sein de l'opposition, il n'arrive pas à s'en sortir, est-ce qu'il ne pense pas que c'est le moment de travailler avec le pouvoir en place pour essayer de changer les choses de l'extérieur, apporter des contributions pour le développement du pays? Parce qu'il y a longtemps que Adi a de bonnes idées, mais au sein de l'opposition, Adi n'a pas de voix parce que c'est un parti qui n'a pas une assise véritablement nationale. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui, en 2020, de travailler avec celui qui va gagner cette élection pour faire changer? Oui, mais là, non, en quelque sorte, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas le moment de travailler avec le pouvoir pour faire développer le pays? Et plus vous dites de travailler avec celui qui va gagner, finalement, je n'arrive pas à cerner. Monsieur Jachin? Oui. Oui, le jeu est aujourd'hui clair en disant ce qui se passe sur le terrain, que celui qui va gagner cette élection, ça sera certainement fort maîtrisé. Bien noté. Et nous allons prendre l'autre intervenant, c'est M. Kodjo. Allô? Ah là là, Kodjo, on l'a perdu. 92 02 80 63 22 21 80 99. Le dernier intervenant pour boucler les manifestations téléphoniques. Allô? Allô, allô? Auditeur en ligne, bonjour. Et voilà, nous allons devoir revenir ici en studio. Docteur François Akampati, vous avez écouté les uns et les autres. D'abord, Bill, il n'est pas véritablement... il a été séduit un peu par vos programmes, mais il dit... Ah d'accord, nous avons Armand qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour, Blassin. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, Armand. Oui, bon, à bien voir actuellement, notre sous-région est un peu secouée par certains illuminés, surtout Extrémisme violent. extrémistes violents. Bon, quel est le programme, quelle stratégie a dit juste au pouvoir compte faire pour garder toujours la stabilité et la paix au pays? D'accord, bien noté. Alors, vous l'avez écouté. Oui, que comptez-vous faire fait. pour que la paix et la stabilité soient toujours maintenues dans notre pays? Alors, je commence par ça. Oui. Et dans notre programme, il est prévu d'abord de renforcer réellement la police. Parce que la première activité pour la police, c'est d'assurer la sécurité intérieure. En réalité, Comme aux États-Unis? c'est comme, en fait, c'est ça le rôle de la police et de la gendarmerie. Et l'armée, c'est pour la sécurité extérieure. Aujourd'hui, notre police n'est pas suffisamment organisée pour assurer cette sécurité intérieure. Si nous prenons la police togolaise, on parle de terrorisme. Il n'y a pas une section de lutte antiterroriste dans la police togolaise. Vous voyez, Les forces de défense le font. les forces de défense le font, mais les forces de défense le font au détriment de leur travail ordinaire qui est la sécurité des frontières. Donc nous comptons réorganiser la police pour faire en sorte qu'il y ait des différentes cellules, des différentes sections, et une cellule particulière s'occupera de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste ne signifie pas tout simplement prendre les armes et aller combattre les terroristes qui viennent. Ce n'est pas ça. C'est prévenir. Oui. À travers le renseignement, Et etc. tout ça. Donc, il faut renforcer la police à moyens suffisants pour assurer la sécurité intérieure. On vous exhorte de travailler avec le pouvoir en place afin de faire développer le pays.
Et selon lui, c'est Faure qui va gagner. Oui, ben, c'est son avis. Je savais que c'est ça qu'il voulait en venir. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de travailler avec le pouvoir pour changer les choses de l'intérieur. Toutes ces personnes ont été déçues. C'est impossible. C'est dans un système où quand vous y enfermez, vous êtes obligé, c'est comme des roues dentelées qui tournent. Vous êtes obligé de tourner dans le sens des roues dentelées, sinon ça vous écrase. Nous, on a été approchés plusieurs fois pour ce type. Nous avons toujours dit non. Adi a toujours dit non? Non, toujours. Donc c'est une expérience amère que les autres formations politiques vivent? Vous les observez, tous ceux qui ont essayé de le faire, il n'y en a pas un seul qui a réussi. Au bout d'un an ou deux, ils sont écrasés. Et le dernier en date, vous connaissez la situation de l'UFC. Et dans quel délai comptez-vous faire pousser les écoles, notamment les universités, etc.? Vous en avez parlé quand même au départ, si l'auditeur a bien suivi, sur les 5 ans, vous avez quand même dit un certain nombre d'universités à créer pour se rapprocher donc des uns et des autres. Non. Mais si on vous demandait de dissoudre Adi pour que l'alternance ait lieu, vous auriez refusé. Pour dire l'alternance n'a qu'à aller et que le parti existe. C'est vrai? C'est absolument faux. Ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Vous savez, la construction des partis politiques au Togo, ça doit suivre un chemin intelligent. Il ne s'agit pas qu'un jour, il y ait un parti qui se lève et dit je dissous mon parti au profit de l'autre. Vous voyez ces joutes électorales. Ce sont ces joutes électorales qui, au fil du temps, vont montrer à la population les partis qui sont capables de gérer le pays. Et progressivement, tous les partis qui ne sont pas capables de gérer le pays vont disparaître d'eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez la preuve, on avait 100, au sortir de la conférence, c'était 108 partis. Aujourd'hui, combien de partis existent? Et progressivement, c'est ce qui va se passer. Et si les Togolais vous votent, comment allez-vous faire pour prendre le pouvoir? J'ai dit qu'avec le professeur Gogué a ses entrées dans toutes. Il est accepté dans tous les milieux, avez-vous dit? Tous les milieux, et y compris dans les milieux des forces de sécurité. Donc ce sont les forces de sécurité qui ont ce pouvoir en main. On négociera le pouvoir avec eux. Et d'accord, les 17 milliards qui auraient disparu, ça c'est pour parler de la corruption ou bien de l'impunité. Est-ce que Adi compte y travailler aussi? Absolument. Je pense que il veut parler de la route de... non, les 17 milliards qui auraient été volés au niveau du compte de l'OTR par des gens, oui, voilà. La corruption a atteint des niveaux très importants au Togo parce que la tête du poisson est pourrie. La corruption, c'est depuis le haut jusqu'en bas. Et si la tête est une belle tête qui refuse la corruption, qui donne l'exemple d'une intégrité morale, et tout le gouvernement donne l'exemple d'une intégrité morale, c'est à cette condition qu'on peut lutter efficacement. Et professeur Gogué, sur l'exemple de corruption? Il est exempt de corruption, exempt entièrement. Avez-vous reçu le message fort sur votre téléphone portable? J'ai vu beaucoup de messages, je ne les ai pas lus. Vous ne les avez pas lus? Non, lorsque je vois le message voté... Est-ce que celui de Adi va nous paraître aussi, va nous parvenir aussi? Non, nous n'avons pas fait ça. Vous n'avez pas fait cela. Où se trouve professeur Adi sur le bulletin de vote? Le professeur Aimé Gogué, excusez-moi. Est le numéro 5 sur le bulletin de vote. Alors tous ceux qui veulent voter, numéro 5, j'ai apporté, je sais pas, nous ne sommes pas à la télévision, mais il y a un petit... Oui, le logo. Le logo du parti, c'est un robinet jaune, avec une jarre jaune et de l'eau en goutte blanche qui tombe dans la jarre. Et voilà, il est très beau, il est tellement beau qu'il y a une femme qui m'a dit ceci, je le répète, j'ai vu, mais cet homme il est tellement beau que je voterai pour lui. Pour dire que les gens, au Togo, les gens votent les hommes et non les programmes. Non, il y avait quelqu'un qui a dit quel mécanisme de financement. Je l'invite à lire notre programme. Et il aura toutes les réponses. Et votre mot de fin? Mon mot de fin est véritablement que la population togolaise se mobilise cette fois-ci pour voter. Tous. C'est l'abstention qui est la plaie la plus grande qui empêche le changement. Ne vous abstenez pas. Allez voter. Votez pour le candidat de votre choix, de l'opposition.
votez en premier pour le professeur Aimé Boudi. Merci, docteur François Kampati. Madame, monsieur, c'est fini. Donc, pour 1 heure, pour comprendre, 1 heure pour convaincre. Et nous sommes véritablement dans les 24 dernières heures pour la fin de la campagne pour la présidentielle de 2020, notamment 22 février 2020. Mais la grande annonce, la grande surprise de Victoire FM, il faut bien la noter, c'est que ce soir, sur le coup de 19 h, vous l'avez attendu, vous l'avez cherché sur tous les médias, mais en tout cas, Victoire FM réalisera cet exploit ce soir sur le coup de 19 h et vous l'écouterez lui-même en direct sur votre radio. Et ce sera également dans 1 heure pour convaincre. Il sera là je ne vous le dis pas tout de suite, mais si vous avez désiré le voir, peut-être sur la télévision ou peut-être sur les autres radios, mais vous ne l'avez pas encore vu, il sera là ce soir sur Victoire FM à 19h00 ici même. Soyez encore nombreux à l'écoute et à tout à l'heure. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.